Estimer quoi? Qui estime? Voilà deux questions qui nous semblent d'éternelle actualité. Estimer quoi? En premier lieu, le corps. Pour l'écoute, le corps n'est que sensation. Les sensations sont changeantes, d'instant en instant. Ces sensations sont parfois des indicateurs. Elles traduisent ce que le mental exprime, lui-même restant hors de vue du regard embrumé. À ce titre, les sensations peuvent être honorées, comme un guide qui nous fait prendre conscience des tendances latentes de la personnalité et qui nous renvoie à nous-mêmes, connaisseurs des sensations. Hommage au corps. En second lieu, le mental. Pour le regard qui l'observe, le mental est un défilé d'images. Ces images donnent une vision figée de la réalité mouvante. Mieux vaut une vision figée que pas de vision du tout. Le risque est de confondre le figé avec le mouvant. Plonger dans la rivière peinte sur le tableau n'amène que d'inutiles échymoses. Le mental est un outil. Il donne naissance au concept. Le concept est une construction géométrique, donnant un aperçu de ce qu'il désigne. Il n'est cependant pas plus ce qu'il désigne que la rivière peinte ne l'était. Par la puissance de son pouvoir d'évocation, le mental est un guide. Son doigt pointe vers la conscience qui le contient. À ce titre, le mental peut être honoré, comme un miroir de l'être. Hommage au mental. En troisième lieu, la personnalité. Elle est un amas de conditionnements. On peut la définir comme étant ceci ou cela. Elle peut être décrite. En s'y identifiant, on devient ceci ou cela, homme ou femme, équilibré ou déséquilibré, introverti ou extraverti, créatif ou destructif. L'identité réduite à la personnalité est ce que le monde nous demande. Vous êtes cela, et le monde vous désigne en tant que tel. La personnalité est donc un outil, utile dans le fonctionnement spatio-temporel. Identifiée à elle, l'immensité de la conscience devient réduite à une peau de chagrin. La suffocation asthmatique guette celui ou celle qui est prisonnier de ses raies. Utilisée à bon escient, elle prend sa valeur fonctionnelle. Mais le fonctionnel tend parfois à cacher l'essentiel. À chacun de faire le tri. Hommage à la personnalité. En quatrième lieu, l'autre. Voilà un personnage qui mérite bien son nom. Dès qu'il est évoqué, la division apparaît. Moi et l'autre apparaissent comme deux entités distinctes. L'autre alors nous renvoie à nous-mêmes. Son visage est mon visage. Sa personnalité est ma personnalité, identique ou en miroir. Ses peurs sont mes peurs. Ses aspirations sont mes aspirations. Que la photo soit vue en positif sur fond blanc ou en négatif sur fond noir, elle est la même photo montrant ces deux visages. L'autre est donc le précieux ami, parfois déguisé en ennemi, qui nous révèle notre vrai visage. Hommage à l'autre. En cinquième lieu, le monde. Le monde est la totalité du perçu. Le plus loin est en fait le plus près, émergeant au sein du regard attentif. La distance n'existe pas pour le regard, qui intègre à la fois le distant et le proche, et les réunit en son sein. Pris pour la réalité, le monde devient vivant,
comme peut l'être le défilé d'images sur l'écran du cinéma. Les drames et les joies reflètent à merveille les états d'âme successifs traversés par le vagabond errant. Prenant la vessie pour une lanterne, il se brûle jusqu'à temps qu'il comprenne que le feu de son mirage n'est pas plus réel que la main qui y plonge. L'expérience renvoie ainsi à l'expérimentateur. Le monde n'est alors qu'un reflet de celui qui l'expérimente. Hommage au monde. Qui estime ? Cette question est un breuvage qu'il convient d'absorber avec quelque précaution. Le boire d'un coup peut entraîner la mort. Non pas bien sûr la mort du corps, mais la mort de ce que je crois être. Bu à petites gorgées, il amène le regard à se poser sur les identités conceptuelles successives qui encombrent l'esprit, faisant confondre l'être avec le pays qu'il habite, la religion qu'il vénère ou la fonction qu'il occupe. Lorsque le breuvage continue son travail d'élagage, le concept moi est lui-même érodé. Il se fendille, se lézarde, vacille au sein du vent des attentes. Tant qu'il se maintient, une impression de sécurité est préservée. Sa destruction annoncée est pourtant imminente. Il sait devoir s'effacer pour révéler une lumière plus vaste. Le nuage masque le soleil sans en affecter sa nature. Lorsque le breuvage a fini son œuvre, le terrain est dégagé. La vacuité est sa nature. Non encombré par les projections, l'esprit repose dans sa propre lumière. Celui qui estime et ceux qui l'estiment découvrent qu'ils ne sont tous deux que l'expression d'une seule et même réalité. Je est l'être est je. Le Dieu des religions montre son visage sans visage. Le sans visage est son visage. Le sans nom est son nom. Je est cela. Hommage au je. On peut parler de yoga de l'estime, car le yoga invite tout d'abord à explorer l'objet d'écoute, à savoir le corps et le mental. Cette exploration amène la maturation, le moment venu, le besoin d'explorer s'éteint, le regard s'affirme alors dans sa divine solitude, dans sa liberté par rapport au regardé. On parle d'estime et pas d'estime de soi, car le mot soi prête à confusion. Le soi, communément nommé moi, n'est que le reflet du soi. Confondu à lui, il donne l'impression d'en avoir ses qualités, mais reste périssable, lorsque le soi est l'impérissable. L'estime est en fait l'auto-reconnaissance du soi par lui-même. Le soi en est la source et l'objet. On parle ainsi beaucoup d'apprendre à s'aimer soi-même, mais tout dépend ce qu'on entend par soi-même. Difficile en effet de tomber amoureux d'os, de ligaments, de chair plus ou moins flasque, de liquides et organes divers et variés qui composent le corps. Difficile aussi de tomber amoureux de la pensée moi qui joue sans fin la musique répétitive d'une discothèque désaffectée. Le soi, conscience suprême, est la source même de l'amour, et donc de toute forme d'estime. La conscience, en se réfléchissant à l'infini dans le monde des objets, fait briller la lumière qui lui appartient et fascine les yeux charmés par de tels miroitements. Ce n'est qu'après une longue quête, consciente ou non, que la lumière réfléchie du monde perd son charme et que celle non réfléchie de la conscience s'affirme comme unique réalité.